Si notre monde est devenu dépendant des énergies fossiles, l'homme a aussi la capacité à provoquer le changement, à prouver qu'il existe une alternative aux nuages sombres. Il y a quelques années, face aux défis énergétiques énormes de la planète, des hommes se sont réunis autour d'un rêve fou. Pouvoir voler grâce à l'énergie du soleil. Et prouver que le progrès est possible en utilisant des énergies propres. Une épopée qui a nécessité des années de recherche et d'études par des ingénieurs aéronautiques de pointe épaulés par toute une équipe réunie autour de 2 hommes. Ensemble, ils se sont acharnés à dessiner et construire un prototype d'avion solaire habité d'une performance encore jamais réalisée. Des premières esquisses virtuelles jusqu'aux tests réels sur piste, il a fallu continuer à croire jour après jour, au-delà des nombreux obstacles, qu'une telle aventure était possible. Qu'un avion large comme un Airbus pourrait voler sans ne rien consommer d'autre que de la lumière. Prouver que les nouvelles technologies permettent de diminuer notre dangereuse dépendance au pétrole. Mais si ce message veut franchir les frontières et faire le tour du monde, cet avion solaire doit être capable de voler de jour comme de nuit. Il est 4h12 ce matin de juillet quand des ombres sortent l'avion immatriculé HB-SIA d'une envergure de 64 mètres du hangar de l'aérodrome de Payerne au centre de la Suisse. Le soleil se lèvera dans 1h15 exactement et c'est le temps qu'il faut à l'équipe pour préparer l'avion à cette première grande mission. Voler sans s'arrêter 24 heures durant et tenter de traverser la nuit uniquement grâce au soleil. Plus de 70 personnes ont travaillé des années durant à ce projet dans l'espoir de ce vol. Ils savent tous bien que le monde entier les observe aujourd'hui. Mais s'ils sont là ce matin, c'est parce qu'ils ont cru un jour à cette idée lancée par un homme, Bertrand Piccard. Un homme issu d'une famille de savants et d'explorateurs reconnus pour leurs découvertes et qui ont fait progresser le monde et leur époque. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par l'exploration et par l'aventure scientifique. Bertrand est le petit-fils d'Auguste Piccard, inventeur de la cabine pressurisée et qui fut le premier à entrer dans la stratosphère en 1931. 30 ans plus tard, son fils, Jacques Piccard, atteindra le point le plus profond des océans, à 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes, à bord de son bathyscaphe. Dans ma famille, la technologie a toujours été utilisée pour comprendre la nature et protéger l'environnement. Et c'est clair qu'en grandissant, j'ai eu envie de perpétuer ce que j'avais moi-même admiré. Psychiatre de formation, Bertrand a vite renoué avec l'esprit pionnier de sa famille. D'abord champion de deltaplane, Bertrand surprend ensuite le monde entier quand il réalise le premier tour du monde en ballon sans escale avec son coéquipier Brian Jones. Nous sommes alors en 1999. À l'atterrissage de l'Orbiter 3, c'est devenu évident que brûler 3,7 tonnes de propane liquide, c'était une aventure du siècle dernier. Et c'est là que je me suis fait la promesse que le prochain tour du monde que je ferais, ce serait sans aucun carburant, sans aucune énergie fossile. Et ça, pour moi, c'est la manière de combiner tout ce qui m'a toujours fasciné. L'aventure scientifique et la protection de l'environnement. Les yeux de Bertrand se tournent alors vers le soleil. Et l'idée d'utiliser cette force pour parcourir le monde par les airs lui paraît tout à coup évidente. Fin 2002, j'ai présenté ce projet à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et quelques mois plus tard, une étude de faisabilité commençait, dont la direction était confiée à André Borschberg. J'ai demandé 24 heures pour réfléchir, mais j'avais déjà pris ma décision, en fait. L'idée me paraissait extraordinairement séduisante. Et là, je me suis retrouvé face à un entrepreneur, un pilote très expérimenté, avec qui une synergie et une complémentarité se sont immédiatement créées. André est l'homme taillé à la mesure de l'ambition du projet. Il aime et connaît les airs jusqu'à voler à bord d'avions de chasse de l'armée suisse.
Son expérience de chef d'entreprise le conduit naturellement à devenir le futur meneur de l'équipe d'ingénieurs qu'il faut encore recruter. Peter Fry sera un des premiers contactés. Au début, j'observais ce qui se passait de façon un peu sceptique, mais j'ai finalement réalisé à quel point l'idée de voler grâce à l'énergie du soleil était excitante. Peter Fry va définir la configuration du futur avion solaire malgré les références quasi inexistantes. Pendant 2 ans, un premier groupe d'ingénieurs va étudier le projet. 2 prototypes solaires ont bien volé, comme celui de la NASA, sans pilote à bord, ou d'autres dans les années 80 ne fonctionnant que de jour. Mais rien d'aussi ambitieux n'a existé. Comme Marcus Bazin, ingénieur en chef, beaucoup ont rejoint l'équipe sans vraiment savoir ce qui les attendait. Nous sommes des ingénieurs et nous n'avons pas l'habitude de croire aux miracles. Parce que si vous regardez ce qu'il existe en termes d'avions dans le monde, rien de tel n'existe. Quand on essaye quelque chose que personne n'a jamais fait, quand on se retrouve devant une page blanche et qu'il faut tout inventer à partir de zéro, c'est évident que l'échec peut être au rendez-vous. Mais je crois vraiment que le pire, ce n'est pas d'avoir un échec, le pire, c'est de ne pas essayer. « 5h18. L'avion est positionné en bout de piste. Bertrand administre à André une piqûre pour éviter les thromboses. Il sera coincé pendant 24 heures dans un cockpit non pressurisé. La combinaison du pilote, gonflable, est conçue pour affronter les températures les plus extrêmes. Sur chaque biceps, un brassard électronique transmet tout changement important de l'attitude de l'avion par rapport à l'horizontale en envoyant des vibrations au pilote. Un capteur sur le doigt lui permettra de surveiller son taux d'oxygène dans le sang. Jusqu'au gilet de sauvetage et au parachute, l'équipement a été conçu pour être le plus léger possible. À 5h30, toute l'équipe a rejoint son poste. Le centre névralgique du vol s'appelle la Mission Room. Minute par minute, dans cette pièce bouillonnante de 15 mètres carrés, les données de position, l'état des batteries et le comportement des moteurs seront surveillés, tout comme la météo, élément essentiel à la réussite du vol. Si l'équipe croit possible aujourd'hui cette mission de 24 heures, c'est aussi grâce aux nombreux vols tests qui ont eu lieu pendant plusieurs mois. La brume givrante s'était dissipée lentement ce matin-là de décembre pour laisser un soleil glacé éclairer la piste principale de l'aérodrome de Dubendorf. André de Claude, tu m'entends? Le responsable de ces premiers tests est un ancien astronaute suisse de renom. Il s'appelle Claude Nicollier. Nous n'avons jamais précipité les choses dans la phase de test. Nous avons augmenté tout doucement la vitesse. Nous voulions être sûrs que tout serait parfait à une vitesse lente avant de passer à une vitesse plus rapide. On a toujours avancé par paliers de 5 nœuds. À ce moment du projet, personne ne sait encore si cet avion aux allures d'Albatros est capable de voler. Et surtout, s'il est maniable. Un pilote d'essai d'expérience a été désigné pour faire les tests. Il s'appelle Marcus Scherdel et pratique depuis 10 ans le rare métier de testeur d'avion. C'est un métier dangereux. Et une des choses que vous apprenez au début, c'est à évaluer les risques. Vous devez être ingénieur et pilote à la fois. Ce qui signifie que vous êtes le lien entre la technique et le pilote. C'est un projet très extrême du point de vue technologique, ce qui est évidemment très stimulant. Nous avons pris beaucoup de précautions pour réduire les risques. Nous avons construit une cage autour du cockpit pour protéger le pilote en cas d'accident. Mais il y a toujours le risque que l'avion dévie de la piste, atterrisse sur l'herbe et soit très abîmé, ce qui provoquerait un retard de plusieurs mois, voire même d'une année. Les 4 moteurs de 10 chevaux chacun propulsent l'avion à 5 nœuds. 15 nœuds. 20 nœuds. Puis tout à coup,
À 24 nœuds, soit à moins de 50 km/h, le train d'atterrissage quitte le sol et l'avion parcourt plus de 400 mètres en vol. Tous sont rassurés par la performance de l'appareil. Et malgré une dangereuse instabilité contrôlée par Marcus, c'est une première grande victoire pour l'équipe de Solar Impulse. L'appareil vole. Ils savent tous qu'il reste une longue route pour qu'ils puissent voler plus haut encore. Mais l'émotion de ces quelques instants au-dessus du sol procure l'enthousiasme qu'il faut pour envisager l'avenir. Il y a plus de 100 ans, en 1903, les frères Wright ont parcouru quelques centaines de mètres en l'air et personne à l'époque ne croyait au futur de ce type d'engin. Bien sûr que Solar Impulse rappelle le passé, les tout débuts de l'aviation avec les premiers sauts de puce des frères Wright, mais c'est une aventure d'aujourd'hui, avec un nouveau domaine de vol, avec des nouvelles technologies qui permettent de construire un avion plus grand et plus léger et plus économe en énergie que tout ce qui a existé dans le passé, de manière à pouvoir voler sans aucun carburant. Et ça, c'est le cœur de Solar Impulse, c'est l'âme du projet. Parce qu'il y a tellement de gens qui croient encore que les énergies renouvelables sont une limite, une entrave pour la qualité de vie, pour la mobilité, pour l'économie. Et ce que nous voulons démontrer, c'est exactement le contraire. Il est 6h32. André a rejoint l'avion sur le tarmac. Le vent est quasi nul. Un savant mélange d'anxiété et d'excitation se propage sur la piste. C'est bon, à toutes. Prêt pour la première partie de l'ascension. Demain matin? Oui, c'est Depuis la Mission Room, le signal est donné par Raymond pour la vérification de tous les paramètres de l'avion. Les batteries ont été partiellement chargées à l'énergie solaire la veille. Okay, in Alpha, then I like you to trim the pitch for 30 knots. Les 4 moteurs électriques sont actionnés et vérifiés un par un. Dans quelques minutes, André aura le feu vert pour le décollage. The camera you have switched that you see now is filming. Okay. Can you confirm that the air brakes are closed and locked? Air brakes fully retracted and locked. Ouais. Gros moment là. Hein? C'est incroyable. Je peux te dire, je penserai à toi. André a une expérience extraordinaire de pilote. C'est beaucoup plus logique que ce soit lui qui fasse la mission et le vol de nuit, parce qu'il faut absolument que ça aboutisse et que ce soit un succès pour crédibiliser tout ce que nous sommes en train de faire. Et puis moi, je continue à me focaliser sur le message inhérent à Solar Impulse, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Bon vol, bon vol. Ouais. Le plus tard possible. Le plus tard possible. OK. Robbie, thanks a lot. Huh? Thanks a lot because you made it. Thanks a lot. See you 24 hours. Hein? Ciao. Hein? Merci. On va faire.
India Alpha, we will be ready for departure 05. Okay, André, the whole team is ready. You are clear to proceed, André. Have a good flight. We'll be with you during the whole flight. Have a good one. Merci. À 6h52 exactement, l'avion solaire quitte le sol telle une danseuse, dans un silence assourdissant. Bon vol, André. C'est un moment extraordinaire. C'est toute la crédibilité du projet qui se joue dans les 24 ou 25 prochaines heures. C'est 24 heures sans dormir, sans vraiment pouvoir se reposer, puisqu'on n'a pas d'autopilote à bord, et que cet avion est sensible à peut-être chaque turbulence et doit être contrôlé par le pilote de manière assez précise. Donc ça, je pense que c'est vraiment la première difficulté. Bon, la deuxième, c'est de voir si la performance de l'avion est suffisante. Ça se pourrait que l'on ait des batteries vides au milieu de la nuit, puis qu'on doive se reposer. Donc je pense que le suspense sera total jusqu'à la dernière minute de cette nuit-là, où on aura, si on est toujours en vol, réussi notre pari. Les ailes déployées. L'avion monte doucement et prend la direction des Alpes, poussé par un soleil éclatant, pour rejoindre doucement l'altitude des sommets. L'objectif est d'accumuler dans les batteries l'énergie solaire nécessaire tout en atteignant l'altitude maximale avant le début de la nuit. La trajectoire de l'avion est définie par l'équipe de sol avec des contraintes imposées par les autorités suisses. Pour ce premier vol, l'avion doit impérativement rester sur le territoire national et ne devra pas dépasser 8800 mètres d'altitude. À cette hauteur, selon Luc Trullmans, routeur météo, les vents de montagne peuvent être un allié et un ennemi à la fois. Je calcule en fait les vents d'altitude jusqu'à environ 8500 mètres d'altitude et je regarde si les vents à cette altitude-là, lorsqu'il arrivera vers 18 h ce soir, si ces vents ne seront pas trop importants. C'était le seul bémol que nous avions dans les prévisions. N'oubliez pas que ce matin, au moment du décollage, il y avait encore des vents de 90 km/h à cette altitude-là. André poursuit sa lente montée à l'allure de 15 mètres par minute, naviguant par caps successifs entre les Alpes et le Jura. Il faut trouver le bon compromis entre l'orientation idéale pour bien exposer les 12 000 cellules photovoltaïques et ne pas devoir trop lutter contre le vent tout en continuant à prendre de l'altitude. Le pilote de chasse a dû réapprendre à voler avec la nature dans cet avion qui pèse à peine le poids d'une voiture, 1600 kg. La légèreté fut une contrainte imposée par les limites actuelles des capteurs solaires et des batteries. Un véritable casse-tête de conception pour l'équipe qui a dû éprouver des années durant de nouveaux modèles de construction aéronautique. Chaque gramme compte. L'avion est conçu autour d'un squelette en matériaux composites constitué d'une structure en forme de nid d'abeille entourée de 2 couches de fibres de carbone.
Un procédé conçu pour intégrer les contraintes de poids aux impératifs de résistance. Les différentes parties du squelette de l'avion ont été construites dans un chantier naval. Elles doivent passer au four pour solidifier la résine et consolider les couches de carbone entre elles. Un four de 30 mètres de long qui doit chauffer uniformément à 70 degrés pendant plusieurs heures. Une fois prête, chaque pièce va subir un test essentiel, celui de la résistance. Des poids sont répartis sur l'ensemble de la structure pour lui imposer les forces les plus extrêmes qu'elle pourrait rencontrer en vol. Nous avons poussé les limites de tout au maximum. C'est aussi le sentiment, ces dernières semaines, des gens de l'extérieur qui sont venus voir l'état d'avancement des travaux. Ils nous ont dit qu'ils se sentaient mal à l'aise, parce que c'était au-delà de leurs connaissances, car nous avons repoussé si loin les limites de tout. Mais bon, maintenant, nous avançons étape par étape en essayant de voir de façon concrète comment marche notre idée. La colonne vertébrale de l'aile s'appelle le longeron. C'est l'élément le plus long et le plus fragile de l'avion. Un poids total de 6 tonnes est réparti sur les 60 mètres de la pièce. Une véritable angoisse pour les ingénieurs. Si une partie venait à se briser, c'est près de 3 années de modèles mathématiques qu'il faudrait remettre en question. Peut-être même le projet dans son ensemble. Deux journées intenses où la structure grince sans jamais se briser. L'équipe sait qu'il y a peu de marge et que les limites sont presque atteintes, mais le test s'avère concluant. On est bon? On est bon. Hey, Ça voulait dire qu'on avait potentiellement une solution pour pouvoir fabriquer l'avion dans le budget de masse qui nous était imposé de par l'énergie solaire. Donc ça, c'était vraiment le premier, je dirais, le premier moment où on s'est dit, ah ben tiens, le choix que l'on a fait dans la configuration, le design, la technologie est valable. On devrait être capable d'arriver au bout avec une solution. Autour du longeron, 120 nervures en fibre de carbone réparties tous les 50 cm vont donner à l'aile son profil aérodynamique. Le dessous de l'aile est recouvert d'un film flexible léger. Puis sur la partie supérieure, les techniciens placent les cellules solaires. Une fois achevée, l'équipe n'a pu s'empêcher de faire prendre à l'aile son premier bain de soleil et de rêver quelques instants au vol futur. André profite du paysage, de l'altitude et de la température encore supportable pour manger et surtout boire en suffisance. Au sol, dans la mission room, on continue à surveiller le chargement des batteries. Ouais, au niveau du centre. Exact, parce que là, en fait, au niveau du centre, les batteries, elles sont pleines. Les deux batteries centrales, elles sont pleines. Donc, en fait, il réduit la puissance des panneaux solaires. L'équipe de Sébastien Demont est responsable de toute la chaîne énergétique. Actuellement, déjà, ils génèrent plus d'énergie solaire que ce qu'ils consomment dans les moteurs depuis environ 1 heure. Donc, on est en train de recharger les batteries, en fait, depuis environ 1 heure. Et là, on va gentiment monter. Donc, une partie de l'énergie solaire, on l'emploie pour monter et l'autre partie pour recharger les batteries. La période critique où il va vraiment falloir surveiller les paramètres, c'est la période de haute altitude à la fin de la journée. Et avec le but d'atteindre là environ 8500 mètres d'altitude avec les batteries totalement pleines. Look, that's the picture André sent from up there. That's so fun. Que j'ai profité d'en faire une pendant que j'avais encore une connexion. Affirmatif. Attends, moi j'entends sonner. Je m'imaginais pas que c'était la photo qui venait directement de toi au-dessus du Jura. Tout va bien de ton côté?
Écoute, tout va extrêmement bien ici. Il semble que d'ailleurs que tu as tellement d'énergie à disposition que si tu pouvais en transmettre un peu au sol, ce serait encore plus efficace. Encore quelque chose à réfléchir, hein? Peut-être quelque chose à développer. Absolument. Et puis toi, comment tu te sens là-haut, niveau ergométrie, équipement, pilotage, tout va bien? Écoute, le pilotage d'avion est vraiment superbe. Donc ça permet vraiment de bien travailler. Et puis, bon, c'est paisible, hein? C'est le bon mot, je crois que c'est vraiment paisible. C'est assez extraordinaire comme expérience. Quand il sera à très haute altitude, il y aura le froid. Il va se balader à des températures de moins 20 degrés. Là, les batteries vont perdre leur rendement à cause du froid. D'un côté, le soleil améliore le rendement, surtout dans les basses couches, lorsque les batteries sont chaudes, mais on va quand même un peu perdre du rendement à très haute altitude. L'altitude oblige à présent André à s'alimenter en oxygène en permanence. La température dans le cockpit est descendue à moins 10 degrés Celsius. Il arrive à 23 000 pieds, c'est-à-dire 7 700 mètres à peu près. Donc il lui reste grosso modo 1000 à 1500 mètres à monter. Les contraintes de légèreté ont poussé les ingénieurs à opter pour une cabine non pressurisée. Les pilotes ont subi des entraînements spécifiques pour tester leur capacité de résistance à l'effet de l'altitude et au manque d'oxygène. À 4000 mètres, l'homme n'est plus qu'à 70% de ses capacités. À 8500 mètres, il n'est plus qu'à 20%. Il faut donc s'entraîner à garder les bons réflexes pour tous les cas d'urgence. André, Bertrand et Marcus ont aussi suivi des formations de survie pour répéter les bonnes réactions en cas d'évacuation forcée. L'habitacle confiné du cockpit, les nombreuses connexions entre l'homme et la machine exigent du pilote des gestes précis. « 19h40. L'avion est à son altitude maximale, 8720 mètres. Mais tout s'est déroulé trop vite. Il y est arrivé 2 heures trop tôt, ce qui pose de sérieux problèmes à l'équipe puisque des vents importants soufflent toujours à cette hauteur. Les batteries doivent absolument rester chargées au maximum avant d'entamer la descente de la nuit. La Mission Room se met en alerte pour trouver les meilleures trajectoires et pour éviter que l'avion ne perde trop d'énergie à devoir voler contre le vent. Malgré les nombreux efforts, l'avion est contraint d'entamer sa descente plus tôt que prévu. Donc il y a eu un moment d'alerte parce qu'on avait prévu de garder l'avion exposé dos au soleil pendant à peu près 1h30, mais le vent d'altitude était tellement fort qu'au bout d'une demi-heure, il avait déjà passé du Jura aux Alpes et il devait se remettre face au vent et face au soleil pour ne pas être déporté trop loin de Payerne. À l'heure qu'il est, personne n'est encore sûr que Bertrand prendra le risque de donner le feu vert pour le vol de nuit. Le vent de face rend la progression de l'avion quasi nulle. Les ingénieurs ont bien envisagé qu'il puisse y avoir des rafales de vent. C'est pourquoi l'aérodynamisme de l'avion doit être éprouvé sous tous les angles. La résistance à l'air est testée à la vitesse maximale, soit 90 km/h.
Une fois assemblée, la structure doit subir un test final obligatoire. Il s'appelle le Ground Vibration Test et est effectué par la DLR, l'équivalent de la NASA en Allemagne. Ce test consiste à mettre en mouvement chaque élément de l'avion et vérifier si les fréquences de vibration des différentes parties ne risquent pas de s'accélérer entre elles au point que le phénomène de résonance ne provoque une rupture en plein vol. On mesure la vibration de chaque élément, donc on peut vraiment déterminer la fréquence propre, que ce soit celle du fuselage, de l'aile, des empennages, même des volets, même des ailerons, de toutes ces parties mobiles, et qui chacune peut avoir de l'influence. Bien sûr, si une partie mobile commence à vibrer, elle entraîne des forces aérodynamiques qui peuvent d'un coup mettre aussi toute la structure en mouvement. Et puis si c'est en résonance, ça dure en 2 et 3 secondes, hein, et ça ne dure pas longtemps jusqu'à ce que la structure vienne à se casser. André est descendu à 7500 mètres d'altitude. Le vent a baissé. Il attend impatiemment les indications du sol. Il est 22h15. Les batteries sont chargées à 95%. Et la décision vient d'être prise de passer la nuit. Donc c'est vraiment le grand suspense qui commence maintenant. André vit sur son altitude au début, ensuite sur ses batteries. Et le vrai vol de nuit a commencé maintenant officiellement. Des journalistes du monde entier jusqu'aux simples visiteurs, chacun assiste à ces minutes précieuses d'une nuit pas comme les autres qui tombe sur la Suisse. Une nuit où scintillera encore la lumière du jour dans le cœur de l'avion, si tout va bien. Instant suspendu, que tous vivent le souffle coupé, comme s'il fallait retenir les dernières lueurs avant d'entamer le rythme inconnu du premier vol de nuit à l'énergie solaire. Il est 23h22. La nuit noire a pris possession du ciel. Dans le cockpit, il fait moins 8 degrés. L'équipe avait tout envisagé, mais parfois le plus simple est oublié. À cette température, l'eau que doit boire André a gelé. Il devra s'en passer. L'avion prend sa vitesse de nuit, à savoir une lente descente vers 2000 mètres d'altitude en dépensant le moins d'énergie possible. Tu peux nous donner un peu ton état de vigilance? Écoute, pour l'instant, ça va bien. J'ai pas trop de difficultés. J'avais peur un petit peu au bout d'un moment de mélanger. Je vais pas dire mélanger les instruments, mais tu vois, d'avoir des yeux qui se croisent. Mais pour l'instant, ça va. Ok, excellent, bravo. Écoute, on verra, c'est encore tôt, hein. Voler de jour, c'est peut-être pas toujours facile, mais on a à disposition une référence visuelle qui est très claire. Voler de nuit est plus demandant, donc nécessite peut-être encore plus de concentration.
Donc ça, je pense que c'est vraiment la première difficulté. « 2h45. André a conscience que lui ne peut pas s'endormir. Mais il s'octroie de très petites phases de relaxation. Une courte visite dans cette région du cerveau où l'esprit se met à sinuer aux confins du sommeil, naviguant entre les eaux obscures des souvenirs difficiles et des décisions qu'il a fallu prendre pendant 8 années avant d'en arriver là. Zuerst kommen und sagen, warum wollen Sie das machen? Herzlich erreichen und dazu kommt unser Präsident. If it's possible in the air, of course it's possible on the ground. We need desperately political courage. Reach the next sunrise before the batteries are empty. The message you have done today is a really great contribution. Dans l'histoire en fait des partis différents, mais suivre dans une politique énergétique et environnementale ambitieuse. Je suis fière de toi, je t'adore le mien, pas trop vite, mais quand même assez vite. Merci. Je dirais quand même à Yasmine de ne pas te demander de revenir trop vite. Hein. Je pense qu'elle peut quand même attendre 2-3 heures avant de te revoir. 4 heures. C'est le point de non-retour. Les yeux de la Mission Room sont tous rivés sur l'évolution de l'état des batteries qui continuent malgré l'obscurité d'alimenter les moteurs. Un système a été conçu par l'équipe électrique pour que les moteurs puissent être alimentés alternativement par le générateur solaire ou par les batteries. Les ingénieurs ont finalement opté pour 4 moteurs de 10 chevaux chacun pour des raisons de stabilité et de sécurité. La résistance des hélices et la puissance maximale des moteurs électriques ont dû être éprouvées dans une soufflerie. Pour stocker suffisamment d'énergie, il a fallu trouver des batteries puissantes, même si elles sont malheureusement encore lourdes. À elles seules, les batteries représentent 25% du poids total de l'avion. Des centaines de mètres de câbles relient chacune des 12 000 cellules photovoltaïques aux batteries. Ces cellules furent un compromis entre légèreté et rendement, dont l'efficacité aurait pu être encore meilleure à l'instar des panneaux utilisés dans l'espace. Mais leur poids aurait alors été beaucoup trop élevé. Il a fallu tester ces cellules et calculer leur rendement pour déterminer l'envergure de l'aile qui a dû s'allonger jusqu'à 64 mètres. Mais le photovoltaïque, c'est encore une technologie en évolution qui a ses contingences, comme celle d'éviter les surchauffes et les courts-circuits, qui peuvent survenir si une zone d'ombre se crée sur une partie de l'aile. Une technologie de dentelière qui impose de la finesse, jusque dans les moindres gestes du pilotage. Le pilote, nous, on lui fournit des instruments qui lui donnent sa consommation énergétique, ces choses-là. Et il doit voler très précisément dans les vitesses. Donc ça lui demande une extrême concentration quand même, pour réussir à tenir les paramètres et puis pour réussir à faire ce vol.
4h45. Les voyants de la Mission Room sont au vert. Ce qu'ils craignaient le plus, l'atterrissage forcé de nuit, sera évité. Tu te rends compte? Oui, c'est super. C'est absolument dingue. T'es content? J'ai chialé tout à l'heure. Quand on a vu que ça marchait. André est encore super concentré, il m'a dit. Il est encore dans l'avion. Nous, on commence à voir le succès de la mission arriver. Ouais, c'est bien. Et il est en forme assez pour rester. Ah ouais. Il va rester encore quelques heures. Non, super, c'est super bien. Tant purée, ça monte là. On commence à y croire de plus en plus. L'aube éclaire tout à coup la perspective de réussite du premier objectif. Atteindre le jour. Là-haut, André se laisse porter par le spectacle de la nature au réveil. Au sol, l'effervescence s'accélère. Le décompte symbolique avant la seconde libératrice du lever du soleil a débuté. Cette nuit de juillet aura duré 7h58 minutes. Les batteries sont juste au-dessus de 40% de charge. Yeah, unbelievable, huh? We made it. Absolutely unbelievable. And now we can even make it with this 40%. That's super. Well, it was such a wonderful teamwork. I mean, I enjoy it. I tell you, I mean, being all together. Maybe not at the same place, but with the same spirit. Okay, so André, enjoy it. We see the sun coming up, and don't come too early. Hein? You have time to enjoy now, at least for 2 hours or 2.5 hours. Absolument, exactement. Non, on va bien profiter, on va commencer à recharger, on va voir tout ça qui prend vie, parce que je crois que c'est ça. That's, you know, when you see the solar generator coming alive, that's also, I think, extraordinary moments and experience. We look forward for the moment where you'll switch on the solar generator. À tout à l'heure, Vincent. À tout à l'heure, André. Dans quelques minutes, l'avion aura fait un tour d'horloge complet. Mais il doit maintenant encore prouver qu'il est capable de refaire le plein de soleil pour affronter le jour qui suit. À 7h05, le générateur solaire est mis en route. Les batteries sont à nouveau en charge. Mais moi, je croyais qu'on avait déjà... 7h45. Bertrand est rappelé par les ingénieurs dans la Mission Room.
Il faut prendre une décision. Non, j'arrive maintenant. Certains sont pointilleux. Pour atteindre le niveau de charge des batteries au décollage et prouver le cycle neutre, il faudrait encore voler 4 heures de plus. Et cela fait maintenant un peu plus de 25 heures qu'André est dans le cockpit. Et si la machine est en parfait état de marche, il faut aussi préserver l'homme. Ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant prouve que l'avion peut atteindre le prochain lever de soleil, qu'il peut donc continuer le vol parce que les batteries se rechargent. Elles sont en train de se recharger maintenant. Donc, de fait, il pourrait remonter. Je pense que comme démonstration, c'est suffisant. On a bien assez là-dedans. Regarde ça. Aucun problème. OK, André. Écoute, il y a un consensus général et unanime. C'est évident qu'avec l'énergie que tu captes maintenant, tu peux remonter à l'altitude de hier et tu peux refaire la nuit. Donc, à mon avis, il n'y a ni besoin de prolonger ce vol, et d'après le reste de l'équipe, il n'y a pas besoin non plus de faire un deuxième vol de nuit pour prouver le cycle neutre, parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant le prouve déjà. Everything is clear like this also for you, André? Excellent. Je commence à cuire comme un doré là-dedans. So you'll be clear for landing in a little moment. On a vu pour la première fois dans ce programme aujourd'hui le caractère perpétuel du vol. Il pourrait recommencer. Les batteries sont chargées à peu près à 45% maintenant. Il pourrait repartir pour le jour, passer la nuit de nouveau et recommencer demain et perpétuellement. À la limite, on pourrait le faire sans arrêt. Et ça c'est quand même une idée fantastique. Dans 4 minutes, 5 minutes, André est au sol. Et plus personne ne pourra dire que ce qu'on dit jusqu'à maintenant. « 26h10. C'est génial, c'est réussi, c'est totalement réussi. Bravo André, mais bravo, c'était génial. C'était 1000% de réussite.
J'ai l'impression que j'ai perdu ma musculation là. It was great. Thank you, everybody. I mean, thank you. It was great. The aircraft has 12,000 solar cells built into its wings. It's designed to slowly ascend throughout the day, charging its batteries for the night flight. Аппарат приземлился на аэродроме в Павите и успешно завершились испытания самолета на солнечных батарейках. Un avión propulsado exclusivamente por energía solar ha despegado con el objetivo de completar su primer viaje nocturno. Le but, c'est de construire un deuxième avion, c'est de faire des missions de vol durée, c'est de faire l'Atlantique, si on peut faire l'Atlantique, faire New York, Le Bourget, comme Lindbergh l'avait fait, mais rien qu'avec l'énergie solaire, c'est vrai que ce serait assez mythique, hein, aussi comme symbole, comme message là derrière. Et ensuite, bien sûr, le tour du monde. L'aventure aujourd'hui, elle ne consiste pas à retourner sur la Lune. Elle consiste à réaliser d'autres choses tout aussi incroyables. Comme par exemple se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles, ou bien résoudre les problèmes environnementaux, mais de manière rentable, au niveau de l'économie et de l'industrie, parce que sinon personne n'adhérera jamais à la protection de l'environnement. Donc on voit bien que l'aventure devient très concrète, politique, financière, scientifique, mais ce qui est absolument indispensable, c'est de laisser une part au rêve. Avant d'envisager le tour du globe prévu d'ici 2014, l'équipe de Solar Impulse sait qu'elle doit construire un deuxième avion plus performant encore et surtout plus confortable pour son pilote. Mais le fait d'avoir vécu cette aventure 26 heures durant et d'avoir répandu ce rêve rend tout à coup crédible la perspective d'un futur impossible, comme celle d'un soleil en pleine nuit.